Bienvenue, mesdames et messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Merci d'être nombreux à vous joindre à nous sur la TV internationale. Dans ce programme, il s'agit de l'actualité au Moyen-Orient, un Moyen-Orient qui est dominé par l'escalade majeure, un bras de fer qui reste en vigueur entre les États-Unis et l'Iran. Le président Trump promet de plus en plus de frapper l'Iran et omet donc de pouvoir revenir de sitôt aux négociations ou à l'accord cadre. De leur côté, les Iraniens promettent, si jamais il y aurait des frappes sur des zones civiles, que ce soit infrastructures énergétiques ou ferroviaires, et donc ils vont eux aussi étendre leurs frappes dans la région. Alors cette politique du bord de l'abîme reste l'intitulé, le headline de l'actualité aujourd'hui qui domine ce programme. Merci d'être en notre compagnie dans les coulisses du Moyen-Orient. Le 23 juillet 1952 demeure une date fondatrice de l'histoire contemporaine de l'Égypte. Menée par le mouvement des officiers libres, dirigé par Gamal Abdel Nasser et Mohamed Naguib, la révolution met fin à la monarchie du roi Farouk et ouvre la voie à la proclamation de la République en 1953. Au-delà du changement de régime, cette révolution transforme profondément l'État égyptien. De vastes réformes sont engagées, notamment la réforme agraire, la modernisation des institutions, le développement de l'industrie et l'élargissement de l'accès à l'éducation et aux services publics. L'objectif est de bâtir un État plus indépendant, plus juste et capable de porter son propre développement. Sur le plan régional, la révolution du 23 juillet dépasse largement les frontières égyptiennes. Elle devient un symbole de lutte contre le colonialisme et inspire plusieurs mouvements de libération nationale au Moyen-Orient et en Afrique. Le leadership de Gamal Abdel Nasser renforce le rôle de l'Égypte sur la scène arabe, notamment à travers la promotion de l'unité arabe et du mouvement des non-alignés. L'un des moments les plus marquants de cette période reste la nationalisation du canal de Suez en 1956. Cette décision affirme la souveraineté de l'Égypte sur une voie maritime stratégique et fait du pays un acteur incontournable de la politique régionale et internationale. Malgré la crise de Suez, l'Égypte sort renforcée sur le plan diplomatique. Plus de 7 décennies après les événements de 1952, la révolution du 23 juillet continue d'occuper une place centrale dans la mémoire nationale. Elle est considérée comme le point de départ d'une nouvelle étape de l'histoire de l'Égypte moderne et un événement qui a profondément influencé l'équilibre politique du Moyen-Orient en affirmant les aspirations des peuples de la région à l'indépendance, à la souveraineté et au développement. À la une de cette édition, c'est les célébrations, un jour glorieux pour la République arabe d'Égypte, célébration du 74e anniversaire de la révolution du 23 juillet. En cette occasion bénie pour la nation égyptienne, le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi s'est adressé à la nation. Dans son discours, il a rendu hommage à l'héritage de la révolution et a réaffirmé l'engagement de l'Égypte en faveur du développement, de la stabilité et de la paix. Toujours dans le cadre du discours du chef de l'État aujourd'hui, il a ajouté que le souvenir de cet événement était une chance de renouveler la reconnaissance envers les héros et de tirer des leçons de cette expérience pour éviter les erreurs. Le chef de l'État a indiqué que les directives de la révolution du 23 juillet étaient un phare qui a illuminé la voie au peuple de tous les pays du tiers-monde. Il a ajouté que grâce à cette révolution, l'Égypte avait récupéré sa souveraineté et a ancré l'indépendance de ses décisions nationales. Le chef de l'État Abdel Fattah el-Sisi a souligné que depuis 2014, l'Égypte s'était lancée avec une détermination indéfectible en vue d'entreprendre un développement global et avait vaincu le terrorisme tout en poursuivant la construction. On passe au deuxième intitulé de ce soir. Il s'agit donc du Liban avec un nouveau cycle de négociations, surtout après le sommet Donald Trump-Joseph Aoun qui s'est tenu dans une atmosphère
très détendue à Washington. Alors, un nouveau cycle de négociations sous médiation américaine, ce qui se tiendra également le 4 août en Italie, alors que débute la mise en œuvre de l'accord prévoyant le retrait progressif des forces israéliennes et le déploiement de l'armée libanaise. Et on passe au Golfe qui aujourd'hui donc est en pleine crise après surtout la politique de l'abîme, que ce soit dans les déclarations de M. Trump ou des gardiens de la révolution et de l'armée iranienne. Eh bien, au Golfe, les tensions restent vives entre Washington et Téhéran. Donald Trump menace de frapper des infrastructures iraniennes en cas de nouvelles attaques contre la navigation dans le détroit d'Ormuz, tandis que Téhéran promet de riposter. De son côté, le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, a affirmé que Washington privilégie toujours une solution diplomatique tout en accusant l'Iran de ne pas prendre les négociations au sérieux. Et on passe à la région donc, du Moyen-Orient, spécialement le Koweït, qui a été la cible de beaucoup de frappes iraniennes. Lors d'un entretien téléphonique avec l'émir koweïtien, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a réaffirmé le soutien total de son pays au Koweït, qui fait face aux attaques iraniennes. Par ailleurs, le chef de la diplomatie saoudienne, le prince Faisal Ben Farhan, appelle à privilégier la voie diplomatique pour résoudre les crises régionales. Et lors d'une intervention au Forum de recherche du Golfe, il a estimé qu'une stabilité durable passait par le dialogue, le respect de la souveraineté des États et le droit international plutôt que par le recours à la force militaire. Pas loin du Koweït, on va partir via Damas. Damas aujourd'hui, donc, qui poursuit ses consultations avec l'autorité palestinienne. Le ministre syrien des Affaires étrangères, Asad Sheibani, s'est entretenu avec Yasser Arafat, avec le chef de l'autorité palestinienne, afin de renforcer la coopération bilatérale et d'échanger les évolutions de la situation régionale. Situation pré-génocidaire, encore une fois, à Gaza. Les meurtres commis par l'armée israélienne s'intensifient sur le secteur de Gaza. Gaza, la situation humanitaire est vraiment désastreuse et continue donc à se détériorer. Les autorités sanitaires font état d'une forte propagation de la varicelle dans les camps de déplacés en raison de la surpopulation et des mauvaises conditions d'hygiène. Parallèlement, la pénurie de médicaments essentiels, en particulier pour les malades atteints de cancer, compromet la prise en charge de milliers de patients, alors que les opérations militaires se poursuivent dans plusieurs secteurs de l'enclave, mis à part bien entendu que tous les jours il y a des martyrs à Gaza. On passe à une visite attendue entre l'Iran et l'Irak avec le Premier ministre irakien Ali Zaidi qui donc va partir aujourd'hui rencontrer les autorités iraniennes. Une visite officielle à Téhéran quelques jours après son déplacement à Washington. Rappelle que les discussions ont porté principalement sur la coopération économique et énergétique. Bagdad a également réaffirmé que la question du monopole des armes par l'État relève exclusivement de sa souveraineté nationale. Et on finit sur une note assez culturelle, car il s'agit de sauvegarde par l'UNESCO du patrimoine. Le site qui est visé cette fois-ci, c'est un site antique de Tyr sur la liste du patrimoine mondial en péril en raison des dommages causés par le conflit et des menaces qui continuent de passer sur ce site historique classé au patrimoine mondial depuis 1984. Cette décision vise à renforcer les efforts de protection et de préservation de ce joyau du patrimoine libanais.
Et tout de suite, on va retrouver l'actualité de ces zones dites expérimentales qui aujourd'hui sont sous le contrôle de l'armée libanaise, qui ont été cédées par le côté israélien, suivant les négociations qui sont en cours, tripartites parrainées par les États-Unis entre le Liban et Israël, des négociations directes. Alors, entre déploiement de l'armée, retrait israélien et efforts diplomatiques, Beyrouth espère consolider la stabilité dans le sud du pays et surtout après les promesses faites par le chef d'État américain Donald Trump. La mise en œuvre de l'accord conclu sous médiation américaine est entrée dans une nouvelle phase avec le lancement du projet pilote de la zone de sécurité dans le sud du Liban. Cette étape prévoit le retrait progressif des forces israéliennes et le déploiement de l'armée libanaise afin de rétablir l'autorité de l'État sur les zones concernées. Le Premier ministre Nawaf Salem s'est rendu dans le village de Zawtar el-Charbeye, première localité concernée par ce dispositif. Il y a affirmé l'engagement du gouvernement à restaurer les services publics, à reconstruire les infrastructures et à favoriser le retour progressif des habitants déplacés. Les autorités libanaises misent désormais sur l'application effective de cet accord pour renforcer la stabilité dans le sud, rétablir progressivement les services essentiels et créer les conditions d'un retour durable des populations ainsi que d'une relance économique dans les régions touchées par le conflit. Cette nouvelle dynamique intervient quelques jours après la visite du président Joseph Aoun à Washington, marquée par un soutien américain renouvelé aux institutions libanaises et par l'annonce de la reprise des vols directs entre les États-Unis et le Liban, après plusieurs décennies d'interruption. Le président du Parlement, Nabih Berri, a toutefois rappelé que le succès de cette nouvelle phase dépendrait avant tout de résultats concrets sur le terrain. Il a insisté sur la nécessité d'un retrait effectif des forces israéliennes, du respect du cessez-le-feu et de la fin des destructions dans les localités du Sud. Et donc pour discuter de cette actualité aujourd'hui, de ce panorama du 23 juillet avec cette glorieuse occasion qui est le 74e anniversaire de la révolution du 23 juillet, nous avons le plaisir de recevoir à bord son Excellence, l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ancien ministre adjoint aux Affaires étrangères. Excellence, merci de vous joindre à nous, merci bien. Et on commence tout de suite par l'actualité. Comment vous avez perçu ce discours du chef de l'État aujourd'hui adressé à la nation où il donc parle de ce glorieux événement qui a pratiquement conçu toute la modernité et jusqu'à 2026? Bon, bien sûr, il y a 74 ans qu'on a eu cette révolution du 23 juillet. Et bien sûr, le même régime continue, l'Égypte avance et on espère encore, dans mon domaine des relations internationales, des relations excellentes avec l'Afrique, le monde arabe, l'Europe et les États-Unis. Oui, Excellence, 74 ans, comme vous venez de dire, se sont déjà écoulés. Le chef de l'État aujourd'hui a parlé de s'inspirer. Je veux dire que c'est un phare qui illumine toute la dynamique et la prospérité de l'État égyptien et depuis 2014 et jusqu'à 2026. Comment les mêmes objectifs ont inspiré cette longue marche vers le développement et aussi la stabilité et tous les objectifs qui ont été atteints sur le plan économique ou social en République arabe d'Égypte? Bon, comme vous le savez, il y a le livre blanc qui a été issu par le ministère des Affaires étrangères l'année passée. Il définit les objectifs de la politique étrangère égyptienne dans la paix, la stabilité et le développement. Bien sûr, il y a 74 années, le milieu international était tout à fait différent, mais bien sûr, l'Égypte s'adapte avec les changements et essaye d'établir sa position régionale, sa position dans le monde et bien sûr achever les avancements pour la population égyptienne au niveau intérieur. Le chef de l'État parle de
prendre des leçons de cette révolution qui a inspiré toute une nation. Quelles sont les directives qu'on a emmagasinées depuis 1952 qui ont aidé aujourd'hui à rétablir cette image de marque que connaît la République arabe d'Égypte, que ce soit sur le plan géopolitique ou internationalement même, sur le plan économique et politique? Bon, premièrement, il y a la primauté du peuple égyptien, bien sûr, les priorités du peuple égyptien. Il y a aussi au niveau régional et international la primauté de la cause palestinienne qui était un des facteurs principaux pour les événements et la révolution du 23 juillet 1952, bien sûr, après la guerre de 1948, et bien sûr l'indépendance de l'Égypte et le rôle indépendant qu'elle joue au niveau régional, au niveau international aussi, depuis le mouvement des non-alignés jusqu'à la médiation actuelle dans les différents conflits régionaux et internationaux. Une philosophie donc qui s'est étendue à travers des millénaires, mais depuis le 23 juillet 1952, c'est devenu un modèle pour le tiers-monde. Les pays du Sud, comment ils se sont inspirés et ils s'inspirent aujourd'hui des résultats de cette glorieuse révolution? Bien sûr, il y a des différentes expériences dans les pays en développement. Comme vous disiez tout à l'heure, maintenant on les appelle plutôt les pays du Sud. Il y a eu, revenant aux années 50, il y avait l'expérience de l'Inde, il y avait l'expérience de la Yougoslavie. On avait fondé ensemble le mouvement des non-alignés, qui reste toujours vivant d'ailleurs, mais bien sûr avec les différents changements dans la scène internationale. Il y a maintenant le BRICS, où l'Égypte s'était jointe l'année passée, et des différents mouvements des pays en voie de développement et des pays du Sud pour essayer de mettre un peu d'équilibre dans le désordre international qu'on vit actuellement, avec bien sûr les politiques irrationnelles des États-Unis et d'autres puissances mondiales au détriment des pays en développement. Oui, alors, Excellence, on va passer à la deuxième topic dans le cadre de cette nouvelle édition dans les coulisses du Moyen-Orient. On va passer à la situation du Liban qui connaît bien entendu quelques remaniements, que ce soit après ces négociations directes entre les Israéliens et les Libanais sous parrainage des États-Unis. Le voyage ou le sommet Joseph Aoun, président Trump aux États-Unis, où le président Trump a donné beaucoup d'espoir aux Libanais. Pensez-vous que, avant de parler des négociations, est-ce que l'espoir de donner de l'importance au peuple libanais qui a été maltraité suivant le président Trump va être une vraie promesse ou c'est simplement une question de diplomatie? Bon, à mon avis, il faut attendre. Je ne suis pas très optimiste parce que l'expérience précédente ne nous laisse pas à croire que le président Trump vraiment accomplit ses promesses, mais il faut attendre pour voir. Comme vous le savez, cet accord entre le Liban et Israël, cet accord qui a été sous la médiation américaine, avait pour objectif de couper la relation entre le front au Liban et le front en Iran. Heureusement maintenant que le front iranien s'est détérioré, le front libanais reste calme grâce à cet accord qui avait un objectif différent. Alors espérons que les États-Unis se trouvent contraints à accomplir ou mettre en œuvre le retrait des troupes israéliennes, comme maintenant c'est le président Trump qui s'est engagé personnellement. Mais bien sûr, il y a des obstacles. Les Israéliens ont tiré sur ou à proximité des forces libanaises qui essayaient de se déployer dans les zones pilotes.
où d'ailleurs les forces israéliennes n'étaient pas présentes dans ces forces pilotes, mais aux alentours de ces zones pilotes. Oui. Alors on va attendre et espérons qu'on arrive à un retrait des troupes israéliennes. Il faut prendre en compte aussi que quand le président des États-Unis a été questionné à propos du retrait des troupes israéliennes, il a parlé de redéploiement, non pas de retrait, mais le président libanais avait une position ferme durant cet entretien avec le président Trump. Il a demandé, bien sûr, primo, le retrait des forces israéliennes de tout le sud du Liban et l'aide militaire des États-Unis pour rétablir l'armée libanaise et bien sûr l'aide et des États-Unis et internationale pour la reconstruction du Liban. Et il y a eu cet appel entre le président Aoun Monsieur et l'ambassadeur, l'Arabie Saoudite. Oui. Il y a toujours des problématiques intenses dans ce dossier, à savoir que le côté israélien attend de l'armée, du déploiement de l'armée libanaise, que eux, désarment le Hezbollah, et donc ils les mettent un peu à l'épreuve. Chose qui est très mal perçue par l'armée libanaise, l'armée nationale. D'une autre part, un petit point sur les zones, que ce soit Zaoutaj, qui est partie occidentale, qui n'était même pas colonisée, avec les trois, en tous les cas, régions expérimentales, qui ont connu une dévastation complète. Et aujourd'hui, le Premier ministre libanais est parti pour s'assurer qu'il y ait un retour des citoyens. Est-ce que c'est possible, après toute la destruction massive qu'a connue cette région à la lisière de Litanie? Bon, la visite de Nawaf Salam, le Premier ministre libanais, hier à Zaoutar occidental, bien sûr, est tout à fait est importante et symbolique, et je crois qu'elle a été accompagnée par le retour de quelques populations de ce village qui était encerclé par les troupes israéliennes, bien sûr. Mais cette dynamique de négociation reflète que les Israéliens et les Américains, qui les appuient bien sûr inconditionnellement, essayent de gagner du terrain où ils n'ont pas réussi de l'achever. Et vous l'avez dit tout à l'heure, couper le pont entre l'Iran et le Hezbollah, d'une part, et le Hezbollah et son pourtour. Exactement. Oui. La condition du désarmement du Hezbollah est une condition quasi impossible avant le retrait des troupes. Je crois que ce point a été souligné par le président Aoun durant l'entretien. Il a dit qu'il ne peut pas désarmer le Hezbollah avant le retrait des troupes israéliennes, mais il pourrait graduellement essayer de faire ça pour éviter, avec le retrait bien sûr. Et comme vous connaissez la tradition israélienne, le retrait israélien, après les déclarations des politiques israéliens, n'est jamais assuré. Là, nous sommes devant une complication davantage. C'est pour ça que je disais que je n'étais pas très optimiste, mais le seul point positif est que au début, l'objectif était de séparer les deux fronts libanais et iraniens. Maintenant que le front iranien a recommencé, les États-Unis et Israël se trouvent dans une situation où ils ne peuvent pas renoncer à leurs obligations ouvertement en ce qui concerne le cas libanais. Et bien sûr, on donne l'épreuve du temps pour voir si ça va fonctionner ou pas. Mais bien sûr, comme je disais tout à l'heure, il faut avoir une pression sur les États-Unis par le Liban, par les autres pays arabes. Une pression continuelle. Si on le peut, bien sûr. Je sais que ce n'est pas facile, voilà, mais pas au moins, du tout. Il faut se rappeler aussi que le président américain n'a pas caché ses objectifs véritables quand il a parlé durant la conférence de presse qu'il y aurait un nombre de pays arabes qui allaient se joindre aux accords d'Abraham. J'espère que ce ne sera pas le Liban.
l'Arabie Saoudite avait déjà... Non, mais l'hameçon a été tendu à l'Arabie Saoudite avec le programme nucléaire civil. Il y a eu la conclusion, il a accepté hier officiellement que les États-Unis, eux, vont s'employer à construire un arsenal militaire, je veux dire nucléaire, au niveau, bien sûr, civil, pour des raisons civiques, bien sûr, Nawal, au Royaume. Ce qui est positif, c'est que l'Arabie Saoudite a une position ferme encore en ce qui concerne l'établissement de relations avec Israël ou les accords d'Abraham, qui est lié à la cause palestinienne qui, comme vous le savez, ne cesse de détériorer malgré ce plan déséquilibré du président Trump. Oui. Et alors, l'Arabie Saoudite, heureusement aussi, ils ont les moyens pour résister à ces pressions. Car cet accord nucléaire, bien sûr, c'est une affaire commerciale pour les États-Unis et probablement pour le président des États-Unis et sa famille. Alors, ils peuvent résister aux pressions pour entrer dans des relations directes avec Israël. Alors, je profite de l'occasion pour passer, parce que ça me fait plaisir que vous soyez avec nous, c'est très enrichissant, mais il nous reste que quelques minutes malheureusement. C'est pour ça que je passe au cœur de l'actualité, c'est ce qui se passe donc dans le Golfe avec ces tensions récurrentes entre les États-Unis, la politique de l'abîme. Donc, comment vous voyez les menaces, jusqu'à où Donald Trump peut-il aller dans les menaces d'attaquer et de frapper des cibles civiles, que ce soit énergétiques ou autres, au niveau de l'Iran? Est-ce qu'il est sérieux? Bien sûr, il dit qu'il va jusqu'au bout, mais l'expérience précédente nous montre qu'il ne faut pas prendre le président Trump au sérieux. Mais d'autre part aussi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec votre définition de tension récurrente entre l'Iran et les États-Unis, parce que là, c'est une guerre active entre les États-Unis, menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Mais comme vous le savez, depuis l'accession du président Trump au pouvoir pour la deuxième fois, tous les concepts traditionnels des relations internationales se font piétiner, que ce soit la guerre, le cessez-le-feu, la médiation, les accords. Oui. Tout ça, on en parle d'une façon différente et il faut être conscient de tout ça. Oui. Il y a une guerre, une agression contre l'Iran qui a mené à cette situation au Moyen-Orient et bien sûr, il faut compter sur les pays de la région et peut-être des pays clés comme la Chine pour essayer d'atténuer ces répercussions. Ces tensions. Merci bien d'avoir été avec nous dans les coulisses du Moyen-Orient. Je vous remercie infiniment, avec le plaisir de vous revoir prochainement. Son Excellence l'ambassadeur Moataz Ahmadine, ex ou plutôt ancien ministre adjoint du ministre des Affaires étrangères. Merci bien pour tous ces éclaircissements. Madame, monsieur, c'est comme ça qu'on ferme la porte des coulisses du Moyen-Orient aujourd'hui, en espérant trouver un meilleur panorama plus calme demain avec une autre équipe. Merci beaucoup. Je vous souhaite de passer une excellente continuité sur Night TV International. Bonsoir.